Chapitre 16. Les yeux verts de la déesse. Le vent soufflait de manière insistante, de la mer vers la côte. Les rafales dérangeaient les voiles du palanquin, tout en le poussant vers sa destination lointaine. À l'intérieur de la litière, Lorenza était allongée, et avait presque l'impression d'être dans un bateau. Un tout petit bateau, comme une barque funéraire. Elle voyait mal l'extérieur, car sa tête reposait plus bas que l'ouverture de la portière, et elle n'entendait quasiment que les voix des cariciens payés pour la transporter ainsi jusqu'en albâtre, qui fredonnaient des chants de marche. Elle eût aimé se relever pour le moment du départ, remercier à nouveau ses hôtes, dire un dernier adieu à Guaspare, mais cela semblait au-dessus de ses forces. Les préparatifs du matin l'avaient épuisée, et elle se sentait frappée de maléfices, transformée en un objet lourd et encombrant, dont il n'était pas commode d'assurer le transport. Les bruits des rues animées se raréfièrent petit à petit, et elle comprit que ses porteurs s'arrêtaient à la croisée des chemins. Guaspare vint encadrer son beau visage à la fenêtre, une barbe de 2 jours bleuissait ses joues et faisait ressortir ses yeux clairs. Pourquoi ces yeux clairs constituaient-ils toujours une surprise lorsqu'elle le voyait? La clarté des yeux de Guaspare n'était pas animale, ni même organique. C'était la clarté des cieux incertains, de la mer profonde, des pierres transparentes, qui paraissaient avoir échoué par erreur dans un visage humain. Elle le regarda de toutes ses forces, comme si elle pouvait absorber son image et la conserver ainsi intacte, hors d'atteinte des corruptions de la mémoire. Guaspare souriait, mais ses yeux étaient nuageux et filaient sans cesse de droite et de gauche. Lorenza savait bien pourquoi. Il cherchait involontairement à niaiser. « Mon fils, dit-elle, elle m'a dit au revoir ce matin à l'aube. Elle ne viendra pas ici. » Guaspare se reprit et composa un sourire un peu artificiel. « Je le sais bien, je ne la cherche pas vraiment. Je crois qu'il est temps pour moi de te souhaiter bon voyage. » L'idée du dernier voyage les effleura tous les deux, mais ils n'en parlèrent pas. « Ne t'inquiète pas de moi, je suis entre d'excellentes mains, et je ne doute pas que nos amis feront tout ce qui est humainement possible pour me guérir. Je n'en doute pas non plus. » Encore ses yeux qui filaient, avant de se reposer sur elle. « Je te souhaite bonne chance, mon fils. Ton destin est encore plus incertain que le mien. Je te promets d'essayer de tout concilier, de ne pas oublier Gemma, ni Fabio. Ni Lazzaro, dit-elle avec un sourire faible. Ni Lazzaro Calbi, c'est promis. Ne traîne pas, va. Remercie nos amis d'Albâtre et sauve-toi. » Il se pencha à l'intérieur de la litière, et comme pour démentir ses paroles, les mains de Lorenza s'agrippèrent à son fils. Il resta un trop long moment ainsi déhanché, étouffé dans cet amour mourant, puis les mains s'ouvrirent et lâchèrent prise. Elle avait les yeux fermés à présent, et Guaspare hésita un moment devant le palanquin pour le cas où elle les rouvrirait. Mais elle ne voulait pas les rouvrir. Elle ne voulait pas voir le visage de marbre de son fils au moment de la quitter pour toujours. Ce visage de marbre, impitoyable, insensible, indifférent à sa douleur à elle. Elle ne le connaissait que trop bien. Guaspare l'avait si souvent quitté pour rejoindre son père, ou plus tard à bord de la Liberta, et jamais il n'avait exprimé autre chose que la beauté, la dureté et l'imperméabilité de la pierre. Jamais, sauf la veille. Elle préférait garder le souvenir de sa visite et de ses larmes, même si elle savait, en son tréfonds, que ces larmes qui l'avaient tant émue n'avaient en réalité jamais coulé pour elle. « Sauve-toi » murmura-t-elle les yeux fermés, et il vit sourdre des larmes de ses paupières closes que l'âge avait piquées de rouge comme un papier usé. Lui garda les yeux secs et se tourna vers Aélénor et Keller qui attendaient à une distance respectueuse.
Je ne sais comment vous remercier de ce que vous faites pour elle. Marsilia vous est à jamais redevable, dit-il. Aélénor s'inclina légèrement. Vous devriez embarquer au plus vite, dit Keller. Marsilia a besoin de vous, encore plus que votre mère. Je le ferai, répondit évasivement Guaspare. Aélénor semblait hésiter à parler et finit par dire « Voulez-vous que je vous insuffle le courage de supporter vos épreuves, quelles qu'elles soient, comme je l'ai fait pour votre mère ?» Il recula involontairement. « Par votre verbe ?» demanda-t-il. Aélénor acquiesça. « Non, merci. Je puiserai dans mes réserves personnelles, ne vous inquiétez pas. » Aélénor hésita encore, et Guaspare eut la désagréable impression qu'elle voyait tout au fond de lui, et qu'elle le jugeait indigne de la tâche qui l'attendait. « Ne faisons pas attendre trop longtemps votre mère, dit Keller. Plus vite nous serons arrivés, mieux cela vaudra. » Et les deux étrangers, après un salut courtois, donnèrent au porteur l'ordre de démarrer et ouvrir la marche. Devant eux se profilaient 3 jours pénibles, dans la poussière et l'inconfort de la route. Aélénor et Keller, sans même y songer, utilisèrent l'esprit pour régler leur marche et leur respiration, et Guaspare put voir leur pierre frontale s'allumer légèrement, tandis qu'il tournait la tête pour lui dire adieu. Dans 3 jours, Lorenza arriverait enfin dans cette mythique cité d'Albâtre, où l'on savait guérir les maux par l'esprit, et où, disait-on, les oiseaux légendes laissaient dans le ciel des sillons de lumière colorée. Dans 3 jours, Aélénor et Keller rentreraient enfin chez eux. « Le vent a tourné, capitaine, et la marée est favorable. Nous pourrions mettre à la voile ce soir. » Alamanno Bellini avait quitté son bord, à regret, pour venir chercher Guaspare, chez les bourgeois cariciens qui l'hébergeaient. Il l'avait attendu pendant plus de 2 heures, car Guaspare avait traîné partout en ville, sur le port, dans les bouges, et même dans les églises, à la recherche d'Agnese. « Je ne suis pas prêt à partir, Bellini. Je viendrai vous trouver lorsque je serai prêt. » Bellini considéra un moment son capitaine avec un silence réprobateur. Il ne comptait pas se laisser congédier aussi facilement. « Sans indiscrétion, capitaine, qu'attendez-vous? Puis-je vous aider à régler l'affaire qui vous retarde? »« Pourquoi êtes-vous si pressé, Bellini ?»« Les marins se dissipent, s'amouragent de filles qu'ils vont demain pleurer de devoir quitter, et je crains même que 2 ou 3 d'entre eux ne nous fassent faux bond pour le retour. Un prompt départ serait le meilleur remède à cette débandade. »« Faux bond ?» répéta Guaspare un peu mécaniquement, car cette conversation l'ennuyait. « Oui, il y a des rumeurs qui courent sur le Zoccolo qui s'est réveillé à Marsilia. Certains marins envisagent de ne pas y retourner. D'autres, au contraire, sont pressés d'aller prendre des dispositions chez eux. Je vous le demande à nouveau, puis-je faire quelque chose pour hâter le départ ? » ?»« Non, Bellini, vous ne pouvez rien faire. »« Ôtez-moi d'un doute. Vous voulez bien repartir à Marsilia à bord de la Liberta dans les jours qui viennent ? » « Oui, plus ou moins, dit Guaspare. »« Plus ou moins ?» répéta Bellini interloqué. « Tenez-vous prêt à partir. Dès que j'aurai retrouvé ce que je cherche, nous mettrons à la voile. Ce sera peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans 8 jours. » À ces mots, le jour se fit dans l'esprit du second. « Rassurez-moi, il ne s'agit pas de votre jeune ami aux yeux verts ? » ?»« Cela ne vous regarde pas, que je sache. » Bellini s'inclina brièvement. « Bien, à vos ordres, je tiens la Liberta prête pour le départ. » Guaspare le raccompagna à la porte de la villa, et Bellini le quitta avec une mauvaise humeur patente. Sur le chemin qui le ramenait au port, il fit ce qu'il n'avait pas fait à l'aller, tout concentré qu'il était sur sa mission. Il regarda autour de lui, et ce qu'il vit ne lui plut pas. Les cités portuaires étaient immenses, surpeuplées, et l'on pouvait passer de l'une à l'autre par un simple pont. Il y régnait une telle activité, il y vivait une telle diversité de gens venus de tous les horizons et parlant toutes les langues, que rechercher une personne, pour un homme seul et pour tout dire, une tête faible comme le capitaine, représentait une gageure presque impossible. S'il voulait que la Liberta appareillât un jour prochain, il allait falloir lui venir en aide.
Guaspare, de son côté, inconscient des efforts déployés par son équipage, écuma sans grande méthode tous les lieux de la ville où une jolie jeune fille sans argent eût pu se retrouver. Il ne ménagea ni son temps, ni ses jambes, mais ses efforts mal dirigés étaient voués, comme l'avait très bien compris Bellini, à l'échec. Guaspare, au début, avait accepté le fait qu'Agnese fût partie d'elle-même. Ce départ correspondait non seulement à toute son attitude des derniers jours, mais encore aux paroles qu'elle lui avait lancées. Il lui restait quelque chose à faire à Porcaris, quelque chose qu'il n'approuverait pas. Puis, petit à petit, à mesure que les heures puis les jours passaient, qu'il voyait des filles de tous les coins du monde réduites à vendre leur charme ou à mendier, à mesure que s'effaçaient les derniers jours si douloureux et que revenaient en force les souvenirs de leur amour fou, il finit par se persuader du contraire. Agnese avait voulu rentrer à Marsilia avec lui, elle avait toujours voulu essayer de sauver leur île, et leur première dispute était justement due au fait qu'il le souhaitait moins ardemment qu'elle. C'est ce qu'elle lui avait affirmé lors de leur dernière entrevue, dans le couloir de la maison d'Alphen. À sa demande « Promets-moi que tu viendras avec moi », elle avait répondu « Je viendrai, oui ». Cela lui suffisait. Il ressassait ce souvenir comme on caresse un talisman, et ce talisman tenait à distance la petite voix impitoyable, mais de plus en plus faible, presque inaudible, de sa lucidité. Guaspare avait mentalement transformé Agnese en une jeune femme sans défense, victime de sa propre naïveté, que lui, Guaspare, se proposait de sauver. Pendant qu'il se complaisait dans cette errance, dans cette fantaisie de l'imagination, Bellini, quant à lui, avait collecté des faits. Agnese avait été vue, à bord de la Liberta, de multiples fois avec Marla, et elles avaient notamment échangé des paroles qui ne ressemblaient guère à des adieux au moment du débarquement de cette dernière. Les yeux verts, dans cette cité de malheur, étaient rares, et quand il les évoquait avec les gens qui l'interrogeaient, tout le monde parlait de la déesse. Il finit par acheter un exemplaire du poème et le parcourut. Et il escalada pendant 13 jours et 13 nuits le mont Fémur, le plus gros des ossements sacrés que la mère avait sacrifiés pour accoucher de l'œuvre, à la recherche des yeux. Et il trouva dans un cratère vertigineux 2 lacs d'émeraude, dont le vert était si profond et si pur qu'il rappelait la vie des feuillages et celle de l'océan poissonneux, et le fils sut, dans l'intimité de son cœur ingrat, qu'il avait trouvé les yeux de la mer. La déesse était toujours caractérisée par ses yeux verts, et à force d'interroger des fidèles sortant des temples de Porphyre, il avait finalement compris que les yeux verts étaient vus comme une marque de prédilection divine, que les hommes et les femmes aux yeux verts étaient recherchés par l'Église de la mer, qui leur proposait presque toujours une carrière dans le clergé, et que nombre de petits garçons et de petites filles aux yeux verts étaient, à Porcaris, voués à la mer dès leur plus jeune âge. En souvenir du sacrifice de la mère, en célébration de son œuvre, en expiation du crime du Fils, nous vénérerons l'eau verte de la mer et la ressusciterons à force de gratitude. Fort de cette découverte, tandis que Guaspare allait toujours plus loin dans les bas-fonds de la ville et se perdait dans ce labyrinthe sans fin, Bellini décida de restreindre ses recherches au seul temple de Porphyre. Il recruta quelques hommes dont il était sûr au sein de l'équipage, parmi ceux qui désiraient le plus rentrer à Marsilia, et les posta en observation devant chaque temple. Ces bâtiments étaient nombreux à Porcaris, il y en avait presque 100, et autant s'il avait bien compris à Porcilla. Mais il se contenta des plus importants et des plus riches, et il renforça la surveillance de ceux qui disposaient d'un couvent où demeuraient des prêtres et des prêtresses. Et, le 6e jour de sa filature, il la trouva enfin. L'initiation à laquelle Agnese s'était soumise était une expérience extrême. Loin de demeurer auprès de Marla comme elle se l'était imaginé, elle avait été presque immédiatement transférée dans un autre temple et confiée aux soins d'instructeurs beaucoup plus puissants. Des prêtres et des prêtresses, couverts de robes liturgiques aux motifs complexes et qui lui semblaient toujours différents, avaient sondé son esprit jusqu'au tréfonds. Pas un sentiment, pas un frisson de plaisir, pas une pensée ne lui appartenait plus en propre. On lisait en elle à livre ouvert, comme si son âme eût été une poche retournée. Ce que les prêtres de Porphyre,
de plus en plus silencieux, de plus en plus impassibles, avaient pensé de ce qu'ils avaient lu en elle, elle était incapable de le dire. Mais après cette perquisition mentale, on lui avait mis des gants et on avait commencé à l'imprégner du poème. La geste de la déesse était entrée en elle par toutes les portes, par la lecture, par les chants entendus, par les prières apprises et répétées, par les breuvages étranges brûlants et salés, appelés larmes de la mer, qu'on lui faisait absorber pour toute nourriture. Il lui sembla au bout de quelques jours que ce récit était le récit fondamental qui était la matrice de tous les autres, qu'elle l'avait toujours connu avant même de l'entendre, qu'il s'appliquait à sa propre vie comme à la vie de chaque fidèle, d'une manière infiniment particulière. Il monta en surplomb du lac qui était le plus proche de lui, sur l'arête coupante d'un pic audacieux, et il lança de toutes ses forces son javelot aiguisé de foudre, de rage et de feu, au centre de l'œil de la mer dont la paupière de brouillard n'avait pu se fermer. Car la mère, si heureuse de voir son fils, le regardait grimper en admirant sa fierté. Lorsque la lame creva la surface du lac, l'œil de la mer fut crevé, et des torrents de larmes douces dévalèrent du mont Fémur, emportant avec eux la poussière et les cailloux, fertilisant les terres craquelées, abreuvant les bêtes mourantes, ranimant la source du lait au sein des filles alanguies. Mais le fils ne s'arrêta pas là, car le regard de l'œil restant lui était insupportable, et il plongea au fond du premier lac pour en ressortir la lame aiguë de la trahison, et il creva le second œil, qui répandit à son tour des torrents de larmes amères et salées, qui formèrent un fleuve puissant pour alimenter la mer. C'est ainsi que la mère, qui avait accouché du fils, qui avait donné ses cheveux pour racines, sa chair pour la terre, ses os pour les roches, son sang pour la lumière, son ventre pour les grottes, donna ses larmes pour l'eau. Le fils, dans l'esprit assiégé d'Agnese, prenait le visage chéri de Guaspare. C'était Guaspare qui s'armait contre la mer pour la forcer à donner la vie à nouveau, pour rompre la malédiction de la sécheresse. La mer, c'était à la fois elle-même, et Santa, et Lorenza, et toutes les femmes de pouvoir auxquelles elle avait voulu ressembler. La mer avait donné son corps, la mer avait donné la vie, la matière et la nature. La mer avait donné ses yeux et ses larmes pour sauver la terre de la mort sèche. Et la terre, c'était Marsilia. Le poème rebondissait à l'infini dans les parois étroites de son imagination. La trahison du fils était nécessaire, le sacrifice de la mère était nécessaire, la terre devait être sauvée. En souvenir du sacrifice de la mère, en célébration de son œuvre, en expiation du crime du fils, nous vénérerons l'eau verte de la mer et la ressusciterons à force de gratitude. Le poème avait fini par faire bouger les lignes de son âme, par créer en elle de nouvelles associations, de nouvelles séquences, des chemins inédits qui l'orientaient vers de nouveaux espaces. Lorsque, le 3e jour, on lui avait retiré ses gants et qu'on l'avait enfermée tout le jour dans un oratoire afin qu'elle s'imprégnât physiquement du motif de la déesse, elle avait découvert qu'elle n'avait plus besoin de stimulation pour déclencher le toucher. Ses mains avaient suivi les motifs tracés dans la mosaïque blanche et verte, et le marbre et le porphyre lui avaient parlé une étrange langue, presque géométrique. Elle avait appris à se repérer dans la constellation de la déesse, dont les proportions étaient utilisées dans toute l'architecture du temple. Les 9 points de la constellation étaient souvent cachés, mais on pouvait les retrouver dans tous les motifs et dans tous les ornements si on les cherchait bien. Leur équilibre, leur harmonie était comme un nombre d'or qui gouvernait au-delà des apparences un ordre spirituel. La constellation, dans l'oratoire, entra en Agnese par le toucher. Puis, on la conduisit dans la nef. Le plus haut temple de porphyre de Porcharis contenait une salle réservée aux initiés ou aux hôtes de marque à qui l'on voulait imprimer un respect éternel de la déesse. On ne marchait pas sur le sol de cette salle, dont les mosaïques vertes dessinaient à l'infini des constellations entrelacées et concentriques. On y accédait à mi-hauteur par une porte donnant sur une passerelle étroite, sur laquelle on se tenait, seul, à plus de 20 mètres de hauteur, entre le sol et la voûte étoilée du plafond. Un puits de lumière était percé en son centre, et les rayons, selon l'heure du jour, étaient parfois légèrement obliques, troublant la prolifération de lignes parallèles qui tombaient du plafond,
colonnes de porphyre aux étranges gravures, pointillées d'or, piquées de diamants, alternaient avec des colonnes d'eau qui se déversaient continuellement, certaines larges comme des vieux chênes, d'autres fines comme des tiges de glace. Ces colonnes d'eau se fracassaient dans des bassins bouillonnants tout en bas, et leur vacarme faisait, paradoxalement, partie du silence sacré du lieu. Les 9 bassins, disposés selon le motif de la déesse, vrombissaient sur 9 notes différentes, qui formaient un accord étrange et dont les harmoniques se prolongeaient indéfiniment. Les 2 plus grands, qui étaient aussi les plus profonds, et qui figuraient les yeux, étaient emplis d'une eau verte et cristalline, d'une immobilité absolue. On pouvait voir, même à une grande hauteur, à travers leur transparence, un objet noir en leur centre, un objet qui de haut formait comme une étroite pupille noire. Agnès songea que c'était le javelot du fils et fit, sans y penser, le signe de la mère. Demeurer dans cette salle emplissait Agnès à la fois de terreur et de paix, d'un sentiment d'humilité et d'une élévation vers l'infini, d'un pouvoir décuplé de son esprit et de ses doigts. Des visions grandioses se succédaient avec lenteur dans son esprit. Elle se sentait pleine de piété religieuse, de désirs sexuels et de ferveur patriotique, et ces désirs puissants la jetaient hors d'elle-même, dissolvaient son identité. On la laissa longtemps dans cette transe, nourrie des seules larmes de la mer. Enfin, au 6e matin, Agnès fut sortie du couvent. Vêtue d'une robe semblable à celle de Marla, mais d'un vert plus pâle, ses cheveux huilés et coiffés en arrière, elle fut invitée à se déplacer par la ville jusqu'à un autre temple où elle devait être reçue par un prélat. Dans la rue, elle s'arrêta un moment devant la mer et le soleil, comme si elle leur adressait quelques salutations muettes, et se mit à faire d'étranges mouvements dans l'air avec ses mains, comme si elle touchait quelque chose. C'est ce qui éveilla la curiosité du mousse, Pietro, qui la regarda de plus près, et malgré sa différence de coiffure et d'accoutrement, finit par la reconnaître quand elle darda le rayon de ses yeux dans sa direction. Le reste ne fut pas difficile. Le jeune garçon suivit le petit cortège jusqu'au temple qui donnait sur le front de mer, presque en face du quai où la Liberta attendait comme une bête à l'entrave. Pietro courut retrouver Alamano, et Alamano s'empressa de prévenir Guaspare. À midi ce jour-là, le second promit à l'équipage que la Liberta appareillerait à la marée du soir. Le prince de Marsilia, qui se présenta à l'entrée du temple principal, avait fière allure. Guaspare s'était rasé et avait endossé une tenue d'apparat. Il portait une énorme bague aux couleurs de sa famille, un poignard ornemental serti de pierreries, et s'était fait accompagner d'une petite escorte de marins. « Je suis Guaspare Albareño, prince de Marsilia et capitaine de la Liberta, et je souhaite m'entretenir urgemment avec un responsable de votre institution. » Le prêtre, qui était de faction à l'entrée, ne fit aucune démonstration d'humilité ou de respect. « À quel sujet souhaitez-vous consulter notre église ?» L'œil bleu de Guaspare étincela légèrement. « Au sujet de la collaboration de l'église de Porphyre et de ma cité de Marsilia, une collaboration qui m'a été proposée par l'entremise de votre ambassadrice, la prêtresse Marla, que j'ai eu l'honneur de transporter sur mon navire. » Le prêtre sembla satisfait de cette réponse et referma la porte sur le prince et son escorte. C'était une porte de bronze, sculptée d'innombrables bas-reliefs représentant les épisodes mystérieux d'un récit mythologique dont Guaspare ignorait tout, et qui impliquait des ossements, des ruisseaux, un javelot et des yeux. De petits volets de bronze s'ouvraient de l'intérieur et permettaient d'apercevoir, à travers un grillage élégant, un cloître entièrement minéral, au centre duquel se trouvait un bassin dont les eaux immobiles reflétaient, comme un miroir, le ciel du matin. L'œil de Guaspare fut frappé par la beauté étrange de cette architecture, qui n'avait pas d'égal à Marsilia. L'austérité des lignes et l'absence de motifs figuratifs donnaient à l'ensemble une dignité, une solennité particulière. Le prêtre revint bientôt. « Vous serez reçus, Seigneur, mais vos hommes et vos armes devront demeurer à l'extérieur de notre enceinte sacrée. » On guida ensuite Guaspare le long d'une galerie qui lui sembla très longue,
entièrement recouverte d'un paysage en trompe-l'œil, puis le prêtre s'arrêta devant une porte close. « Le prélat va vous recevoir. Veuillez entrer, je vous attendrai ici. » Guaspare regarda à droite et à gauche, mais les prêtres et les prêtresses qu'il aperçut ne regardaient pas dans sa direction. Il poussa la porte et entra. Il ne s'agissait pas d'un bureau, mais d'une pièce nue, octogonale, recouverte du sol au plafond de motifs géométriques. Un prêtre l'attendait là, debout, et pointait sur lui son regard pénétrant, ou pour mieux dire, Guaspare, à peine eut-il croisé le regard de cet homme, se sentit pénétré par son regard. Il sentit son âme mise à nu, comme si les pauvres paravents qui cachaient ses secrets avaient été emportés par une bourrasque soudaine. Il sentit son cœur accélérer, comme si on lui avait porté un coup, et une décharge d'adrénaline le rendit à nouveau maître de lui-même. « Avez-vous utilisé votre pouvoir sur moi ?» demanda-t-il d'un ton abrupt. « J'ai fait connaissance avec vous, » répondit le prêtre avec un air bénin. « Par le moyen le plus rapide et le plus sûr, voilà tout. » Guaspare se sentait décontenancé. Les phrases diplomatiques qu'il avait préparées étaient sans doute devenues obsolètes, puisque le prêtre avait vu au fond de lui, mais il n'en avait pas d'autres. « Et auriez-vous au moins l'obligeance de me dire ce que vous m'avez ainsi dérobé par surprise ?» Le prélat éclata d'un petit rire. « Les étrangers nous font parfois sourire, excusez-moi. Leur méconnaissance de nos usages les met dans de telles difficultés, mais nous ne leur en tenons pas rigueur, rassurez-vous. » Guaspare, qui ne s'était jamais senti aussi humilié, se contint avec difficulté. « Vous êtes aux abois, prince Guaspare Albarreño. Vous croyez, à tort ou à raison, à la destruction imminente de votre île, et vous avez perdu, en ce moment crucial, le sens de votre existence et la clé de votre capacité à agir. Vous n'êtes pas venu là pour négocier un rapprochement avec l'église de Porphyre, à laquelle vous n'avez jamais prêté la moindre attention et que vous découvrez aujourd'hui avec stupeur. Vous êtes venu pour négocier une entrevue avec la jeune fille nommée Agnese, qui vous a quitté pour poursuivre un cheminement spirituel auprès de nous. Me laisserez-vous la voir? La tenez-vous captive? » Le prêtre à nouveau éclata de rire. « Captive! Je ne suis pas sûr que nous serions en capacité de la tenir captive si elle voulait s'en aller. Et comme je vous l'ai dit, c'est elle qui a choisi le noviciat. » Ce mot de noviciat accabla Guaspare comme un nouveau coup porté à sa poitrine. « Où est-elle » supplia-t-il. « Puis-je la voir ?»« Vous pourrez la voir dans 3 jours, lorsque les 9 jours de sa conception seront achevés. Elle aura ensuite 9 mois de gestation, pendant lesquels elle sera libre d'aller où elle veut. » Guaspare baissa la tête. Dans son immense lassitude, un espoir venait de renaître. Dans 3 jours, il retrouverait Agnese, il l'emmènerait loin de cette église maudite, et vaille que vaille, il retournerait à Marsilia. Quand il franchit la porte de bronze qui menait sur la rue, il ne restait plus grand-chose du fier prince de Marsilia qu'il avait franchi en sens inverse un quart d'heure auparavant. « Alors, capitaine, on lève l'ancre » demanda l'un des marins. « Non, pas encore. Dites au lieutenant Bellini que la Liberta ne mettra pas à la voile avant 3 jours. » Les 4 marins de l'escorte saluèrent poliment et se détournèrent. Guaspare, hébété, dégrafait le col de sa chemise damassée lorsqu'il les entendit rire et se disputer au sujet d'un pari qui les avait opposés. « Tu me dois 3 ducats, Antonio. Je t'avais dit que le lieutenant se mettait le doigt dans l'œil. »« Il avait promis qu'on appareillerait ce soir, » maugréait Antonio. « 3 ducats, 1 par jour de retard, c'est ce qu'on avait dit, non ?» Leurs voix insouciantes se perdirent dans la distance, tandis qu'ils étaient avalés par la foule bruyante, joyeuse et infiniment diverse de Porcaris. Guaspare rangea son poignard, ôta sa bague, s'ébouriffa les cheveux, et se dirigea sans hésiter vers une taverne du bord de mer où il comptait boire tout son soûl et noyer 3 jours durant dans l'alcool son ennui, son attente et tous ses titres de noblesse.